m'a rejoint sur ce plateau Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Olicare, un cabinet de conseil en stratégie d'influence. D'abord, une première question sur les instituts de sondage qu'on attendait au tournant. Finalement, ils ne se sont pas trompés. Et non, on les attendait au tournant. Ils ne se sont pas trompés, d'autant plus étonnant qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux qu'il y a quelques années et que globalement, les résultats sont plutôt Conforme bons. à ce qu'on attendait. Un petit bémol sur l'abstention, parce que je suis un peu exigeante. Donc c'est vrai qu'on a lu et on attendait une abstention plus forte. Et en fait, comment l'expliquent les sondeurs ce matin ? Quand on prévient d'une abstention potentiellement forte, ça fait peur. On sait que les extrêmes sont servis par l'abstention. Et donc, il se peut qu'il y ait eu une mobilisation, notamment des indécis, plus forte que ce qui était attendu, parce qu'ils avaient entendu ce risque d'abstention. Donc, c'est assez intéressant. Mais effectivement, les sondages ne sont pas trompés. À noter aussi que tous les nouveaux outils que j'appelle, moi, prédictifs, algorithmiques, on ne va pas les citer, ils sont très nombreux. Il y a même des étudiants brillants qui n'ont pas d'entreprise et qui s'y sont prêtés, avec... à Paris Tech notamment, le prédictif n'a pas gagné. Le prédictif, globalement, citait quand même un second tour plutôt à droite, qui n'est pas le second tour qui se dessine devant nous. Donc c'est plutôt une victoire des instituts traditionnels versus de nouveaux outils qu'on regardait avec une certaine attention pendant cette élection. Vous pouvez également nous faire aujourd'hui une analyse plus sociologique du vote. Quels enseignements on peut tirer ? Oui. Alors, les premières études qu'on appelle motivation et sociologie du vote commencent à sortir. Je vais m'en référer à certains. Déjà, on nous a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup d'indécis. Vous vous souvenez, aux primaires, on nous avait dit qu'ils se sont beaucoup décidés les derniers jours, les gens, notamment pour la campagne de Fillon, les derniers jours. Ici, on a près de 30% des Français qui étaient décidés depuis très longtemps. On était à 2012 à 46% de Français qui étaient décidés depuis très longtemps. Donc on a effectivement des Français qui étaient plus indécis, qui se sont décidés pour un peu plus de 20% d'entre eux dans les derniers jours aussi. C'est-à-dire qu'on a un fort substrat décidé depuis le début aux alentours de 30% et un substrat de 20 à 22% qui a bougé. Deuxième point, on a beaucoup entendu notamment Benoît Hamon dire il faut voter pour le Parti socialiste, il faut voter pour un projet, il ne faut pas voter contre un candidat ou contre une peur. On a définitivement une élection qui est une élection pour le candidat, pour son projet, pour leur projet, et non pas tant une élection contre, aussi bien dans une Marine Le optique Pen de vote utile. Oui, d'après les chiffres d'Opinionway, on a globalement une élection à 72%. Les Français se sont déplacés pour voter pour un projet, que ce soit celui d'Emmanuel Macron ou de Madame Le Pen ou des autres candidats, et non pas tant contre une peur ou une crainte. Intéressant, et je ne vais pas faire une logorée de chiffres, mais je voudrais quand même vous les partager. On s'attendait à ce que le vote utile, le fameux vote utile, c'est-à-dire je ne vais pas voter pour un projet mais contre des peurs, et je ne prends pas de risque, soit très important, peut-être chez Mélenchon, chez Hamon. Et en réalité, si vous regardez l'étude Opinionway qui est sortie, le vote utile, c'est-à-dire on a voté pour... utile, c'est la question, c'est 45% chez Emmanuel Macron, ce qui est intéressant puisqu'on s'attendait quand même à un vote beaucoup plus pour le projet ou pour l'homme. Il y a quand même une forte dimension de vote utile dans le vote Macron. On a voté hier, pour terminer, à 70%. Pas pour faire barrage aux peurs, aux extrêmes. On a voté à 70% pour le futur président. Ça, c'est intéressant parce que c'est 7 points de plus qu'en 2012. Pour ceux qui ont un soupçon de posture présidentielle possible ou non d'Emmanuel Macron, c'est intéressant de voir que hier, c'est une élection qui est bien présidentielle. Mais là, je mettrais peut-être Une petite conclusion rapide, Roselyne. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas bénéficié d'un vote contraint, en quelque sorte ? Parce que c'est vrai que la famille social-démocrate était absente, l'impact du président sortant qui n'était pas là a Certainement. Je suis désolée, mais on va poursuivre le débat après une courte pause. Restez avec nous. On va poursuivre bien sûr cette édition spéciale. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. Merci. Ne cherchez plus vol et hôtel séparément. Trouvez les deux à la fois sur kayak.fr. France 24, le monde en direct, un réseau mondial d'observateurs. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité.
Trouvez l'hôtel qu'il vous faut sur kayak.fr. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Édition spéciale toujours sur France 24 au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Les visages des deux vainqueurs, vous les connaissez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui sont donc qualifiés pour le second tour. Les résultats sont maintenant définitifs, 23,75% pour le candidat d'En Marche et 21,53% pour la présidente du Front National. Une affiche inédite donc, puisque les deux partis qui dominent la vie politique française depuis 50 ans sont éliminés. François Fillon pour les Républicains arrive 3e. Benoît Hamon, le socialiste, termine 5e. La composition de la future Assemblée nationale pose déjà beaucoup de questions. C'est donc un vent nouveau qui souffle depuis hier soir sur la France. Avec plus de 7 600 000 voix, Marine Le Pen, la candidate du Front National, est qualifiée, mais elle arrive 2e. C'est tout de même un score historique pour le FN. En face d'elle, il y a Emmanuel Macron. Son mouvement En Marche, créé il y a un an seulement, a séduit près de 24% des électeurs. Il a pris des voix à la droite et à la gauche. En milieu de peloton, on retrouve dans l'ordre François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, qui sont tous les deux au coude à coude. Puis, loin derrière, Benoît Hamon ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Des sourires et des larmes de joie pour certains, la mine des mauvais jours pour les autres. On revient en images sur cette soirée électorale avec Axel May. Ultime réglage de micro. Emmanuel Macron vient d'avoir connaissance des résultats, le propulsant en tête du premier tour. Sa femme l'accompagne sur l'estrade, puis il prend la parole, le regard déjà porté vers le second tour. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. En face, la candidate du Front National, dans une salle aux couleurs du Rassemblement bleu marine, se qualifie donc pour le second tour, 15 ans après son père Jean-Marie Le Pen. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Entre Marine Le Pen qui promet un changement radical de politique et Emmanuel Macron qui promet un renouveau de la société française, les principaux partis historiques voient tous deux le second tour leur échapper, du jamais vu sous la Ve République. Malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. J'assume mes responsabilités. Le Parti socialiste et son représentant Benoît Hamon s'effondrent totalement. Ils arrivent en 5e position. Un bureau national du PS est programmé dans la journée. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qui se définit comme le candidat de l'antisystème, il n'a échoué que de très peu à devenir le 3e homme de la présidentielle. Médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles. Et contrairement à François Fillon et Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron. Olivia Grégoire, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes directrice d'Olicare, qui est un cabinet de conseil en stratégie d'influence. Le second tour, c'est le 7 mai prochain, dans 15 jours. Ce sont deux France qui vont s'affronter ? Deux France qui s'affrontent, un point commun, 100% d'antisystème, que ce soit l'antisystème Front National ou l'antisystème d'En Marche. Intéressant dans la sociologie du vote de voir qu'on voit cette France pliée en deux, qu'on voit aussi sur la carte de France. 39% des Français, selon l'étude de Piennoy, pensent que la France doit se protéger plus de la mondialisation, plutôt renfermée. 30% qu'elle doit s'ouvrir davantage
au monde, plutôt pro-mondialisation. Intéressant de voir que là, on a deux masses absolument en regard. Un des enjeux sera pas tant ce positionnement des Français sur ce double échiquier qui nous est proposé, qu'aussi la question des reports de voix, reports dont nous parlerons, je pense, dans les 15 jours qui viennent, reports dont au moment où on se parle, il est très difficile de dire avec certitude ce qu'il se passera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des jeux qui sont en train de se passer dans l'opinion, qui sont assez compliqués, comme le disait Roselyne Febvre, il peut y avoir des reports des voix assez étonnants, notamment dans les extrêmes. Oui. A priori, ce sera quelle tendance qui se dégage? Alors au moment où les premiers chiffres qui sortent, le report des voix de Jean-Luc Mélenchon se reporterait à un peu plus de 50% sur celle d'Emmanuel Macron et à très forte proportion, à plus de 35% sur des votes blancs ou de l'abstention. Donc on a quand même une forte proportion. Un nini. On a un nini et on a soit je ne vote pas, soit je ne me déplace pas, soit je vote blanc, soit ce sera Macron. C'est pas exactement ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ce matin, des insoumis, on entend beaucoup d'abstention et de non-mobilisation. Oui, il y a le hashtag sans moi le 7 mai qui commence 100 moi le 7 mai. à émerger sur Twitter. Merci beaucoup, Merci Olivia Grégoire.